Nous amorçons la toute dernière ligne droite de cette émission qui se pose la question aujourd'hui de savoir quel est le contenu réel de l'agenda 2063 et aussi comment financer l'Union africaine dans les années à venir. Nos invités sont toujours avec nous. La configuration de ce plateau n'a pas changé. Nous sommes toujours avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin, M. Agbenonsi. Également, M. Salifou Keïta est toujours avec nous, il est journaliste. M. Azebazé, journaliste également. Et M. Ekbek Koulibaly est toujours en notre compagnie. Alors, on va se poser un certain nombre de questions. M. Gaussou Touré, je connais très bien ce nom, je ne sais pas si ça désigne la même personne. Il dit, quel est l'essentiel dans cet agenda 2063? Ça veut dire que nous parlons d'un outil que les Africains ne connaissent pas encore. Il va falloir que l'Union africaine essaie d'accentuer la communication sur ce document-là. Et nous allons attaquer maintenant les solutions qui ont été mises en œuvre. Notamment, on dit qu'il faut mettre en œuvre une taxe de 2 $ sur les nuits d'hôtel et de 10 $ sur les billets d'avion pour les vols en partance ou à destination de l'Afrique. Monsieur Azebazé, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Je pense que toute proposition de recherche de ressources qui n'aura pas pour finalité de renchérir le coût de la vie pour des citoyens africains qui sont pour l'essentiel, on l'a dit tout à l'heure, pratiquement plus de 60% de la population africaine vit au-dessous du seuil de pauvreté, le seuil des Nations Unies et du PNUD, avec 10 $. Donc, moi, n'ayant mené aucune étude à la différence du gouvernement, des gouvernements et de la Commission de l'Union africaine, de la Commission des Nations Unies, la seule réserve que je peux avoir pour tout mécanisme de financement serait qu'il ait pour objectif ou pour finalité, même si ce n'est pas l'intention de départ de ceux qui ont décidé, de renchérir les coûts des produits de première nécessité dans notre pays. J'ai entendu le ministre tout à l'heure dire que, par exemple, pour le prélèvement fiscal, les produits de première nécessité, notamment ceux liés à la santé, les intrants agricoles, sont exemptés. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas seulement ça. Moi, je ne vous ai pas entendu parler, par exemple, de l'exemption sur les produits liés à la formation, à l'éducation et à la formation. Pourtant, la plupart des produits, notamment les outils didactiques, ne sont pas du tout, surtout en région francophone, ne sont pas fabriqués en Afrique. Ils sont importés. Comment on va faire? Comment on fait pour ne pas, en recherchant, en essayant d'atteindre l'objectif d'autofinancement de la commission, en tout cas des institutions africaines, notamment sa commission, fragiliser l'objectif de créer, de former en qualité les citoyens les plus jeunes africains. Ça, c'est une préoccupation pour peut-être le journaliste et le défenseur des droits humains que je suis. Il va falloir, et je l'ai dit tout à l'heure, avant peut-être qu'on ne passe micro ailleurs, qu'il va falloir que les ressources naturelles dont nous disposons, qu'on trouve le moyen de les faire exploiter et qu'ils ne ressortent plus de notre continent par des voies aussi détournées que nous en savons. L'Afrique, la plupart des pays africains aujourd'hui sont membres d'un certain nombre de mécanismes internationaux de transparence sur les ressources, sur les industries extractives. Mais personne, rien jusqu'ici, en dehors du fait que la plupart des ressources minières sont budgétisées à des niveaux que seuls les gouvernants et les exploitants souvent en assurent la connaissance ou la maîtrise. Mais personne n'est en mesure en Afrique aujourd'hui de dire que les déclarations faites par tel exploitant sont conformes ou correspondent effectivement à ce qu'ils ont extrait de nos sous-sols. De mon point de vue, ça fait partie des choses que les institutions africaines, en tout cas avec nous les citoyens, nous devons continuer à mettre la pression sur les gouvernements pour qu'il y ait plus de transparence dans la collecte des ressources africaines. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire que l'Afrique est l'un des continents naturellement les plus riches, mais voir que les ressources que génère cette richesse sont largement insuffisantes pour la résorption des problèmes quotidiens des Africains.
Il est vrai que j'ai parlé des taxes sur les billets d'avion et les nuits d'hôtel. Ce n'est pas tout, hein. Ma liste n'est pas exhaustive. Il y a aussi les SMS qu'on envoie, aussi les textos qu'on envoie, une taxe de 0,005 $ par SMS échangé sur le continent, rapportant, selon les projections, 1,6 milliard de dollars par an. Ça, c'est les projections. Mais pour rejoindre M. Azebazé, M. Keïta, comment on sait que beaucoup de personnes qui viennent en Afrique viennent beaucoup plus à cause des ressources qu'on a? Est-ce qu'on ne pourrait pas identifier une taxe par rapport à ces transactions qu'on ne maîtrise pas totalement non plus, hein? Ça, c'est une autre question sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre une taxe sur ces ressources-là qui vont transiter vers d'autres pays pour essayer d'engranger quelque chose d'important là? Oui, moi je suis d'avis. Il faut faire des prélèvements, mettre des taxes sur tous ces produits, la bauxite, le diamant, l'or. Et il faut trouver des moyens de le faire, puisque généralement les grandes compagnies minières, les majors signent avec le pays, et à partir de ces accords, certainement les pays aussi prélèvent des taxes. Secrets, hein. Voilà, bon, ce sont des choses qui sont... l'exigence de déclaration de propriété, les gens elles ne sont pas mises au clair, mais disons que moi j'appartiens à un pays qui produit de la bauxite, du diamant, la Guinée, et de l'or et du fer. Mais parfois, on se pose la question, est-ce que cela profite au pays? Parce qu'on voit tous les jours, tous les ans, tous les mois, la terre rouge partir de Conakry. On se pose beaucoup de ces questions. Est-ce que l'État aussi, chez nous, les États, mettent des taxes d'exportation sur ces produits-là qui sortent du pays, qui sont... il a dit une chose qui est très importante. Essayons de produire maintenant la bauxite chez nous, faisons des usines d'alumine et d'aluminium. Nous avions une usine d'aluminium pour transformer sur place. C'est un plus pour nos pays. À partir de là, on peut prélever des taxes. Mais si on ne l'a pas fait depuis longtemps, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Mais ça dépend des accords. Vous savez, un projet minier prend 10 ans avant sa mise en œuvre. 10 ans de négociation avant sa mise en œuvre. C'est une Américaine qui a tout le temps travaillé à la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée, qui vit aux États-Unis et en Belgique, qui m'a dit un projet minier, c'est sur 10 ans, soit sur 5 ans. Donc vous êtes dans les négociations, il y a ces taxes-là. Je donne un exemple, puisque je connais le cas de mon pays. Lorsque nous avions créé dans les années 60-70 la CBG, ce n'était pas un contrat profitable à l'État. Mais avec les dirigeants que nous avions à l'époque, le président Sékou Touré, ils ont envoyé des techniciens, des Américains sont venus étudier. Et c'est comme ça que sur chaque tonne de bauxite exploitée par la CBG, la Guinée a eu des taxes, et ceux qui rapportaient gros au pays. Et cela a permis à la Révolution, à l'époque, de nourrir la population. C'est-à-dire que tout le monde était ravitaillé par ce que apportait la CBG. Et d'ailleurs, la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée, est la compagnie qui donne beaucoup plus d'argent au trésor guinéen. Et je pense qu'on peut le faire, et avec l'accord de nos pays. À partir de chaque accord signé pour la construction d'une usine, pour l'exploitation d'une mine en Afrique, il est important que l'Union africaine y pense et que nos pays y pensent, que ce soit la CEDEAO ou ailleurs, on y pense pour prélever des taxes. Deuxièmement, je ne sais pas si cela se fait, vous êtes d'un pays, le Bénin, où vous avez un grand port. Est-ce que des produits qui quittent l'Europe pour l'Afrique, est-ce qu'il y a des mécanismes de prélèvement des taxes là-dessus? Je pense que l'Union africaine doit y penser aussi. Les APE, je vous promets que je reviendrai à vous. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de produits qui rentrent. Oui. Est-ce qu'au départ de l'Europe, est-ce qu'on prélève des taxes là-dessus? On peut aussi prendre des taxes à ce niveau-là. Monsieur Koulibaly. Oui, merci, Bouton. Je sais que vous avez toujours été un plateau où on aborde les problèmes, les questions de façon directe pour des solutions pour l'Afrique. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, pour ce qui est vraiment de l'agenda 2063, comme je l'ai dit, c'est un programme important. Ce ne doit pas être un autre programme qu'on doit encore faire sur papier. Et donc, je crois que tout à l'heure, le ministre a dit, c'est un programme de rupture. Et nous ne devons pas, si vous le permettez, vraiment remplacer la rupture par la pourriture, je dirais. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que l'Afrique soit un continent propre. C'est ce que les Américains appellent penser, think out of the box, c'est-à-dire les solutions qui ont été proposées
sont des solutions qui sont très bienvenues. C'est un commencement. Et comme Mao l'a dit, quand on veut faire un parcours, un voyage de 1000 km, ça commence toujours par un premier pas. Donc, c'est bien les propositions qui sont là. Il faut que ces propositions soient appliquées pour que nous ayons un début de commencement. Mais ce que je veux dire, ce qui est plus important aujourd'hui pour l'Afrique, puisque nous avons, je dirais, le seul continent qui a toutes ces ressources, capacité minière, capacité agricole, capacité... nous avons tout pour vraiment faire cette rupture et faire un décollage. Ce qu'il faut, c'est la transparence. Il faut commencer par une économie transparente, une économie nouvelle. La transparence permet aujourd'hui de savoir exactement ce dont nous disposons et, je vous dis, nous ne savons même pas au niveau des données, au niveau des statistiques. Et donc, depuis 1957, la CEA travaille, mais nous ne sont pas encore là. Tout ce qui est bien mesuré, tout ce qui est bien comptabilisé, en tout cas, est bien géré. Donc, nous devons avoir des données, nous devons avoir une économie transparente, et cela nous permettra, je dirais, de faire la mesure des engagements qu'on prend et faire en sorte que, si nous nous fixons pour un objectif de mobiliser, quel que soit le revenu qu'on se fixe, comme à court terme, à long terme, nous allons pouvoir donc arriver à mobiliser ces ressources et à commencer à avoir un début de solution. Et là aussi, je dirais, il faut toujours un leadership, je reviens à cela, il faut une appropriation. Cette appropriation, c'est un travail à faire pour l'agenda 2063, pour que ce soit un agenda des personnes, pas des intellectuels, mais aussi faire en sorte que nous ayons un leadership. Et aujourd'hui, je pense que si on regarde du côté de la BAD, il y a un leadership qui dit qu'il y a une institution du continent qui a des enjeux, qui a des priorités, 5 priorités, et si on met véritablement ces priorités à exécution, je suis sûr que les questions de financement de notre économie, de financement de notre développement, nous trouverons un début de solution. Voilà. Merci, M. Coulibaly. Monsieur le ministre, je voudrais quand même que vous répondiez à ce téléspectateur qui se veut un peu trop pessimiste. Il s'appelle Abdullah Ismail. Il dit « L'agenda 2063 est le concept le plus ridicule que j'ai jamais entendu. J'aurai 70 ans en 2063 et la plupart des dirigeants actuels nous auront quittés. » Est-ce qu'il faut prendre la question de cette manière? Vous savez, M. Voton, je veux dire à M. Abdullah Ismail que nous n'avons pas le droit d'être pessimistes, parce que nous avons un peuple qui attend et un peuple qui fonde beaucoup d'espoir dans des lendemains meilleurs. Et je pense que si cet agenda n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Il faut saluer le travail qu'il y a derrière cet agenda, qui va au-delà de tout ce qui a été conçu jusque-là. Et moi, j'aime bien cette formule de l'agenda qui dit l'Afrique que nous voulons. L'Afrique que nous voulons ne peut pas être une Afrique qui est financée par les autres. L'Afrique que nous voulons, c'est une Afrique où le leadership prend ses responsabilités. C'est l'Afrique où tout le monde se met ensemble pour faire avancer les choses. Je ne pense pas que ce soit un concept ridicule. Je sais que nous avons des contraintes, je sais que nous avons des difficultés. Moi, j'ai traversé une campagne électorale et je sais que lorsque nous allons dans nos campagnes, nous découvrons des choses qui font au-delà de ce que nous imaginons en tant qu'intellectuels. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire qu'il y a de nouvelles pistes, il y a de nouvelles solutions, il y a de nouvelles avenues et ces avenues-là, quand on convient de les prendre, il faut les prendre et il faut les prendre de manière résolue. Ce que moi je dis aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus une détermination, que ce soit celle de la société civile, que ce soit celle de nos parlements, que ce soit celle même des cadres de pays, qui veulent que les dirigeants fassent les choses différemment et les fassent de manière, les fassent encore mieux, faire les choses différemment et mieux. Et j'ai entendu cette phrase tout à l'heure dans le discours du président Kagame. Il disait ça, faire les choses différemment et les faire mieux. Alors, j'ajoute à cela que, vous savez, c'est Don Eldé Camara qui disait « Quand on ne rêve pas seul, c'est le début de la réalité ». Moi, j'ai travaillé dans ce pays et j'ai vu ce centre de conférence de Kigali porter, j'ai vu les premières pierres. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est comme s'il y avait un coup de baguette magique. Ça fait 4 ans que je suis parti d'ici. C'est comme si par un coup de baguette magique, on a transformé une réalité. Cette transformation de la réalité africaine, nous sommes capables de le faire. Les Africains sont capables de le faire. Il suffit que nous allions au-delà du discours, que nous ne commencions pas à agir, que nous prenions
notre destin en main. Vous me direz que ce sont des formules, mais ces formules-là, si on les vit, si on les met en œuvre réellement, on peut aller de l'avant. Une question d'un téléspectateur, Imouvi Imbingeniko, il dit « Je sais que c'est coûteux, mais je pense qu'il est temps pour l'Union africaine d'envisager d'avoir des bureaux dans chaque État membre. Prenons sérieusement l'agenda 2063. » Est-ce qu'il est possible? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que l'Union africaine a des démembrements dans chacun de nos États? Oui, pour le moment, ce n'est pas utile. Moi, je crois que ce n'est pas utile. Il faut que nous mettions d'accord sur une chose. Réduisons les coûts de fonctionnement. Et moi, je vous dis, j'appartiens à un gouvernement qu'on appelle le gouvernement du nouveau départ. Nous vivons dans la sobriété. Et ça, l'Afrique doit aller aussi à l'école de la sobriété. J'ai travaillé dans ce pays, comme je disais tout à l'heure. Pendant 4 ans, j'ai vécu ici. Il n'y a jamais eu de champagne dans une réception. Et c'est Louise Mouchikiwabo, la ministre, qui m'a dit un jour, il dit, mais Aurélien, ne produisons pas de champagne. Et n'avons pas besoin de boire de champagne dans nos réceptions. Il faut que nous vivons à la mesure des moyens qui sont les nôtres. Et je crois qu'avoir créé une administration, créer une bureaucratie pour une bureaucratie, il ne faut pas. Des relais nationaux pour faire pousser l'agenda de l'Union africaine, on peut le faire. Et nous devons réinventer. Il disait tout à l'heure, notre collègue de la CA, think out of the box. Oui, penser autrement les choses, faire autrement les choses. Et ça, c'est possible. Monsieur Coulibaly, oui. Ajouter un point. Il faut savoir que dans le fonctionnement des institutions africaines, il y a une division très claire des rôles. Nous avons, depuis le commencement, depuis les années 60, nous avons l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, donc, qui essaye, étant donné la fragmentation de nos économies, de faire ce travail de mobilisation politique, orientation politique, intégration. Donc ça, c'est sur le plan politique. Au niveau maintenant de l'aspect de la réflexion stratégique, il y a la Commission économique pour l'Afrique. Au niveau maintenant des idées, des solutions que nous proposons, il faut une institution vraiment d'avant-garde pour mobiliser des ressources. Et ça, c'est la Banque africaine de développement. La BAD fait de son mieux. Mais je vous dis, compte tenu des besoins immenses que nous avons en matière de financement, parce que n'oubliez pas que le continent africain, c'est 2 fois la taille de l'Europe, c'est 3 fois la taille de la Chine, c'est pratiquement 2 fois la taille des États-Unis, qui sont des économies qui se chiffrent en termes de trillions, je dis pratiquement en termes de trillions. Donc l'Afrique a un potentiel de trillions. Pour ce qui est de la mise en œuvre, les réflexions ont été aussi très avancées. Nous avons l'agence de mise en œuvre du NEPAD. C'est une agence avec un CEO, le docteur Bayaki, pour essayer de mettre en œuvre les plans, mettre en œuvre les décisions qui ont été prises au niveau du continent. Et là, à ce niveau, je dirais, il y a aussi un démembrement aujourd'hui du NEPAD. Le NEPAD a des points focaux dans chaque pays. Nous avons même le NEPAD a même des points focaux au niveau des programmes sectoriels comme le CADEP sur l'agriculture. Et donc, il y a déjà une organisation bien pensée en place. Ce qu'il manque, c'est vraiment le leadership pour dire ce sur lequel nous sommes engagés, il faut le mettre en œuvre, il faut faire le suivi et il faut mettre les ressources appropriées pour le mettre en œuvre. Il faut quelqu'un qui impulse. Voilà. Donc, l'exemple du Rwanda, le Rwanda est un bon exemple. Nous avons le leadership du président Kagame qui a permis aujourd'hui au Rwanda d'être un pays modèle en matière d'engagement et d'exécution des engagements pour arriver à transformer le quotidien des populations. C'est tout ce que nous attendons de chaque chef d'État. Merci beaucoup, M. Coulibaly. Mais quand on poursuit loin de cette réflexion, il y a certaines personnes quand même qui disent attention, ayez les pieds sur terre, soyez réalistes. L'Afrique ou bien les élites africaines apparemment ne pondent que des rapports, ne pondent que de la théorie. On a fait un débat ici sur la paix en Afrique, comment arrêter les foyers de tension en Afrique. Et quelqu'un nous a démontré, un expert nous a démontré que l'Union africaine, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine dispose de la meilleure architecture, du meilleur plan pour sortir l'Afrique quand même des foyers de tension. Mais le plan existe, on ne peut pas le mettre en œuvre parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens.
On parle d'abord de moyens, ne serait-ce que pour faire fonctionner l'Union africaine. Maintenant, après, pour pouvoir donner les moyens et aller sur le terrain avec les moyens, mais apparemment, on est trop loin du compte. Hein. Est-ce que vous permettez quand même mon afro-pessimisme un peu de vous l'exprimer, de le partager avec vous, M. Azebazé? Je pense qu'il faut que nous sortions de ce schéma où on considère que parce que rien n'a été fait de manière résolue par le passé, rien ne peut être fait dans l'avenir. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai foi en ce que... Regardez ce que vous avez autour de la table. Vous fondez votre espoir sur quoi concrètement? Mais je fonde mon espoir sur le fait qu'on est dans une situation où on a, sauf à être devenu décidément étranger à l'Afrique, on est dans une situation où on ne peut pas, on n'a plus de choix, on ne peut pas faire autrement. Mais on a le choix. Non, on a le choix de faire quoi? De s'enfoncer. C'est le choix de créer d'autres guerres encore en Afrique, parce qu'il y a d'autres conflits. Mais on en vient. Ce que je sais tout à l'heure, je parlais de gouvernance. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer, et on n'avancera pas résolument, si le leadership politique africain ne considère pas le pouvoir comme juste un moyen pour accomplir une mission et non comme une fin en soi. C'est-à-dire ces situations où en Afrique, on voit les gens faire de la guerre pour le pouvoir. Parce que certains veulent s'y accrocher éternellement. Et quelles que soient les décisions qui sont prises, ou même les modalités d'organisation des passations de pouvoir, on a l'impression que, et ça on peut dire tout ce qu'on veut, plus les gens durent au pouvoir, plus ils rentrent dans une routine et ne font plus grand-chose. Certains diront, mais oui, vous parlez du Rwanda où il y a la transformation. Mais vous savez d'où vient le Rwanda? Le Rwanda vient d'une situation extraordinairement... J'ai la chair de poule quand j'en parle. Oui, mais tout le monde parle de l'exemple rwandais. J'aurais voulu que qu'on multiplie d'autres exemples encore sur le continent. C'est ça qui aurait été l'élément catalyseur pour qu'on dise, bon, on a de l'espoir. Parce que quand vous voyez l'évolution des crises sur le continent, ça ne se réduit pas, ça se multiplie plutôt. On ne va pas prendre un seul pays. Citez-moi 10 exemples de pays qui sont des modèles sur le continent. On ne va pas citer que le Rwanda encore. Personne n'a dit qu'il ne faut citer que le Rwanda, mais il ne faut pas faire comme si... S'il n'existe pas, s'il n'y a pas d'Africains qui ont montré que si nous investissons, on va avancer. Moi, je préfère, et moi je suis heureux d'entendre un ministre d'un gouvernement qui est jeune parler comme celui-ci. Nous le retrouverons sur les plateaux de télévision dans 1 an, dans 2 ans, pour lui rappeler que vous, quand vous arrivez au pouvoir, je suis désolé, monsieur le ministre, c'est comme ça que moi je suis. On sera au rendez-vous. Quand vous retrouverez, ce sera notre devoir, nous, chers confrères, de leur rappeler chaque fois. Déjà, il faut saluer sa présence sur ce plateau parce que ce n'est pas évident. Il aurait pu ne pas y être. Et dans nos pays, nous disons, moi je fais partie de ceux qui disent que les citoyens doivent devenir intransigeants vis-à-vis des gouvernants. On ne peut pas passer notre temps à trouver des excuses à nos dirigeants. Être intransigeant ne signifie pas militer pour se faire la guerre. Mais nous devons continuer à parler, en tout cas pour ceux qui ne sont pas en responsabilité, nous devons continuer à parler de manière déterminée en leur rappelant que vos engagements sont sociaux. Nous avons dit ici tout à l'heure, pardonnez-moi, hein, nous avons dit tout à l'heure qu'ici qu'il n'y a pas de données fiables, il n'y a pas de statistiques fiables. Il faut quand même que ça commence quelque part, que nous avons des données sur lesquelles on va pouvoir construire quelque chose. Cette émission sert aussi à cela, hein, parce que le pôle web d'Africa 24 quand même soumet des téléspectateurs à un certain nombre de questions. Et aujourd'hui, on leur a dit, connaissez-vous l'agenda 2063, l'agenda 2063 de l'Union africaine? Si oui, qu'est-ce qui vous semble pertinent dans cet agenda? Et plusieurs réactions nous ont été apportées entre le 16 juillet à 18h GMT et le 17 juillet à 13h GMT. Pour expliquer ces résultats, voici comme vous allez le voir affiché sur l'écran, les résultats de ce sondage-là. Donc, 82% des personnes interrogées ne connaissent pas l'agenda 2063. Contre 18% qui savent de quoi il s'agit. Pour expliquer ces résultats, les internautes soulèvent un manque de communication de l'Union africaine. Les personnes interrogées soulignent également un manque de visibilité sur le contenu de l'agenda 2063 et sur sa mise en place. Plusieurs questions sont revenues dans les réactions que j'ai lues, en tout cas quelques-unes. Premièrement, il dit quel est le rôle de la jeunesse dans la mise en place de cet agenda 2063? Je n'ai pas voulu que ce soit rebarbatif, donc je n'ai pas lu plusieurs messages. Deuxièmement, il dit pourquoi se protéger aussi loin en 2063 et attendant que se passe-t-il concrètement d'ici à 2063? Et troisièmement, il dit l'agenda 2063 n'est-il pas une mesure prise uniquement sur les papiers sans aucune conséquence sur le citoyen lambda?
Et voilà les résultats de notre sondage. Alors, M. Coulibaly, qu'est-ce que ça vous inspire, ces résultats-là? 82% contre 18%. Oui, je pense que nous sommes plus à l'aise quand nous voyons des statistiques, parce que ça permet au moins d'avoir, je dirais, des indicateurs sur lesquels il faut se baser pour pouvoir savoir quel est le point de référence que nous avons, et ensuite voir comment travailler à partir de ces points de référence qu'on appelle les baselines. Alors, je crois qu'ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Le tout n'est pas de faire un plan sur le papier, mais oui. Rapidement, finissez là-dessus, Oui. parce qu'on va faire le dernier tour de table rapidement. Très bien. Donc, je dirais, les statistiques nous permettent vraiment d'avoir un baromètre pour dire qu'il nous faut, d'arrache-pied, comme je l'ai dit au départ, vraiment faire en sorte que nous ayons des statistiques. Nous travaillons aussi sur la communication des programmes et faire en sorte que l'agenda soit approprié et l'agenda soit pris à bras-le-corps par le leadership africain. Merci, M. Coulibaly. Je commence mon dernier tour de table avec M. Azebazé. Alors, par rapport au financement de l'Union africaine, alors, quelle est votre note d'espoir? Je ne sais pas si on ne l'a pas suffisamment dit. Nous n'avancerons qu'avec nos moyens. Et nos moyens, au-delà des moyens financiers, c'est d'abord les moyens politiques. Ces moyens politiques-là, c'est la qualité de gouvernance que nous devons nous imposer. Et quand on s'impose, comment je vais dire, des normes et des standards, il faut que les Africains, les dirigeants africains, l'élite africaine, acceptent de se soumettre au contrôle et au check and balances. Ces élites ont entendu votre message. La dernière chose quand même par rapport à la communication. Oui. Moi, je pense que... Finissez encore 10 secondes. Oui, juste cela. On ne peut pas confier à l'Union africaine, qui a dit seule la communication sur l'agenda 233. C'est la responsabilité des États aussi, qui viennent signer ces conventions-là ou bien ces documents-là. D'aller les vulgariser, dans leur pays. Merci beaucoup, M. Azebazé. M. Keïta, votre dernier mot dans cette émission par rapport au financement du continent, quel est le point positif que vous prenez et sur lequel vous fondez un espoir? Je fonde un espoir sur l'omniprésence dans le pays des usines et aussi des entreprises qui produisent de l'argent, qui transforment nos ressources. Et il est tout à fait impératif pour nos pays et pour l'Union africaine de faire des prélèvements en accord avec ces entreprises qui signent ces accords avec notre pays. Je pense aussi, pour revenir à cette question, qu'il faut vulgariser, mettre à profit la présence des sociétés civiles pour expliquer ce programme-là. Merci beaucoup, M. Keïta et M. Coulibaly. Votre mot de fin, le point positif sur lequel on pourra construire quand même cette stratégie de financement de l'Union africaine. Oui, mon mot de fin, c'est que nous avons suffisamment de ressources disponibles en interne. Il faut que l'Afrique pense d'abord, réfléchisse d'abord en utilisant, exploitant au maximum les ressources que nous avons en interne et faire en sorte que nous allons plutôt à la mise en œuvre, à l'action par rapport à ce que nous avons déjà conçu sur papier. Merci beaucoup, M. Coulibaly. Monsieur le ministre, à vous revient. Le dernier mot dans cette émission, dites-nous pourquoi nous autres Africains, nous avons de belles raisons de croire quand même à cette Union africaine, en cet agenda 2063 et en ce financement de l'Afrique par elle-même. Pourquoi nous avons de belles raisons? Je pense que je pars de votre sondage. Il faut que nous soyons à l'écoute de nos peuples. Vous avez vu tout à l'heure, beaucoup d'éléments ont été mis dans ce débat qui nous interpellent, où que nous soyons et quoi que nous faisons. Et je crois que cette Afrique intégrée, cette Afrique prospère, cette Afrique en paix dont on a besoin, nous ne pourrions la bâtir que si nous acceptons de déconstruire un certain nombre de choses, si nous acceptons de combattre un certain nombre de pratiques que nous avons, combattre la corruption, combattre le mauvais service. C'est à ce prix-là, avec une détermination, avec un travail acharné, que nous pouvons relever ce continent. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la misère, la pauvreté extrême, elle existe dans plusieurs de nos pays. Et c'est peut-être pour ça que, quelques comme moi, à côté du président Patrice Talon-Béné, s'est engagé en politique. Et cette nouvelle approche, cette manière de relever l'Afrique, je le retrouve dans ce Tanja 2063. Et je crois que nous allons tous ensemble aller vers une application réelle des décisions que nous prenons. Commençons déjà
par appliquer ce que nous décidons de faire. Et vous verrez que le changement interviendra. Merci, merci. C'est le temps de remercier tous les invités sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous avez bien compris que c'est sur Africa 24 que ça se passe pour comprendre vraiment le pourquoi des choses. Connectez-vous chaque fois. On ne manquera jamais de poser les vrais problèmes sur ce plateau. Et puis, ce soit le bonheur, vous allez participer aussi comme vous l'avez fait tout le long de cette émission. Merci beaucoup, chers invités, d'avoir été des nôtres pour cette émission, de votre contribution et d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. Ainsi se referme définitivement cette émission, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je salue sérieusement l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Demain, ce sera un autre thème et ce sera toujours avec le même plaisir. Je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. À bientôt.